Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média 1. Merci de nous rester fidèles. Investir dans les grands travaux, c'est bien, mais il faut penser à la maintenance de ces infrastructures à long terme. Selon certains observateurs, l'Afrique aurait besoin de 100 milliards de dollars par an concernant ces infrastructures. Quant à cet investissement en Afrique, justement, l'Union européenne compte mobiliser cette somme dans les prochaines années. Depuis quelques mois, on y voit des infrastructures de grande envergure modernisant nos villes. Ces patrimoines demandent cependant des moyens nécessaires pour les entretenir. Comment y parvenir? Quelle stratégie faut-il mettre en place pour préserver ces infrastructures à long terme? On en parle dans cette émission. Je reçois deux invités. Mamadou Fall, vous êtes enseignant-chercheur en droit des transports. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et très heureux d'être là. Frédéric Bardonnet, vous êtes expert ferroviaire, directeur de FBA Conseil. Merci également à vous. Merci. Vous l'avez compris, nous allons parler des infrastructures publiques dans le domaine du transport. Et quand on parle de ces biens publics, on pense aux tramways, également des bus de l'État, des trains express, des routes. Et je vais commencer par là. Alors, dans la plupart des pays africains, il y a des structures d'entretien routier. Et on ne va pas ignorer les efforts fournis par les États africains qui prennent des initiatives concernant la construction de ces infrastructures. Quand même, on voit plutôt des voies impraticables dans certaines villes. Mamadou Fall, qu'est-ce qu'il explique selon vous? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission panafricaine, voire mondiale. Et vous abordez un sujet très intéressant qui est le transport. Le transport fait partie des, en tout cas, leviers pour le développement. Effectivement, en Afrique, plus particulièrement dans les pays ouest-africains, les infrastructures deviennent de plus en plus dégradées. Et ce qui cause ça, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs climatiques, l'hivernage. Il y a aussi des facteurs humains par rapport surtout aux conducteurs et aux conditions de surcharge des automobiles, des camions, surtout les gros porteurs. Vous savez, en Afrique, 80% des transports, des échanges est effectué via les routes, transport routier de marchandises, et que entre le Sénégal et le Mali, vous voyez le corridor Dakar-Bamako avec les infrastructures qui sont vétustes et qui sont vraiment détériorées. Donc, actuellement, je pense que l'Union européenne, effectivement, est en train de financer, en tout cas, des projets pour qu'on puisse respecter le poids à essieu. C'est-à-dire, en matière de transport, il faut qu'on respecte le poids net, le poids à l'essieu et le poids, comment dirais-je, utile, et le poids, par exemple, en matière de droit des transports, avec l'harmonisation du droit des transports en Afrique, surtout le règlement l'UEMOA de 2005 qui réglemente tout ce qui est surcharge des automobiles, surtout des gros porteurs. Je pense qu'il faudra respecter ça pour qu'on puisse sauvegarder nos infrastructures. Frédéric Bardonnet, est-ce que vous également, vous connaissez bien l'Afrique, hein, vous avez fait beaucoup de pays, ce qu'il est en train de dire, est-ce que vous partagez son avis? Vous également, vous avez observé, vous avez vu des voies impraticables? Alors, impraticables, en tout cas en mauvais état, avec effectivement une surcharge des transports routiers et des camions en particulier. Il y a beaucoup de campagnes pour essayer de quantifier cette surcharge. Et c'est un problème parce que ça accélère évidemment la dégradation des routes, ça nécessite plus de maintenance. Et ce qui est souvent un des points faibles malheureusement, et de nouvelles infrastructures qui se dégradent aussi parfois très vite. On voit bien tous les débats sur les corridors où il y a des autoroutes en projet, des nouvelles routes ou des chemins de fer à relancer. On peut penser par exemple au Dakar-Bamako, avec la route vers le Mali empruntée par énormément de camions, souvent en surcharge, et on se retrouve avec Mais une pourtant, route... il y a des sanctions. Hein. Qu'est-ce qui montre que quelque part, ça n'avance pas ou ça ne change pas?
Mamadou Fall. Oui, en fait, vous savez, le droit des transports est formel. Il faudra respecter le droit. Et la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Il faut respecter la loi. Il faut qu'on soit beaucoup plus ferme par rapport à ça. Parce que respecter le poids à l'essieu. Par exemple, si vous avez un camion de 2 essieux, maximum c'est 11,5 tonnes. Si vous avez 3 essieux, c'est 18 tonnes, etc. Jusqu'à 6 essieux, jusqu'à 80 tonnes. Maintenant, est-ce que les transporteurs respectent le droit des transports? Non, parce que vous savez, il y a des brebis galeuses. Non, je pense qu'il y a des gens qui ne respectent pas ça parce qu'on surcharge les camions et je pense qu'il faudra agir. Il faudra, je pense, la jonction entre tout ce qui est gendarmerie, police et les autorités étatiques pour qu'on puisse vraiment respecter ce droit-là. On dit que l'Afrique, les États africains, c'est des États de droit. Il faut qu'on puisse vraiment qu'on soit intransigeant sur le droit des transports en respectant le poids, en respectant tout ce qui est matricule, tout ce qui est document de transport pour qu'on puisse vraiment sauvegarder ces infrastructures. On va parler de la Côte d'Ivoire. La première rame du métro va voir le jour en 2025, on va dire 2025-2026, avec une fréquentation d'environ 540 000 passagers par jour. Que pensez-vous de ce projet ? C'est intéressant de poser à Dakar la question sur le projet du métro d'Abidjan. On est sur des projets entre le TER de Dakar, qui est en exploitation depuis le début de l'année, et le projet du métro d'Abidjan, qui s'est appelé dans un premier temps le train urbain d'Abidjan. Les Abidjanais ne pouvaient pas se contenter d'un train urbain, et donc le projet a été appelé métro d'Abidjan ligne 1. C'est un projet qui a été étudié à plusieurs reprises, je crois que les premières études datent de 1978, et qui a été relancé en 2013, début 2013, et qui va être mis en service en 2025-2026. Oui. C'est l'horizon qui est aujourd'hui bien que certaines personnes disent que c'est possible que ce futur métro puisse voir le jour avant la CAN. Les travaux viennent de commencer, on est encore sur la phase de déguerpissement, d'indemnisation. On retrouve des similitudes, des points communs entre le projet du TER de Dakar et le projet du métro d'Abidjan. Dans les deux cas, on est sur des projets de transport de masse. TER de Dakar, 75 000 voyageurs jour aujourd'hui, 115 000 l'année prochaine. À Abidjan, on est sur une ville plus peuplée, avec un transport plus capacitaire et donc des trafics attendus de l'ordre de 300 à 500 000 voyageurs, comme vous l'avez mentionné. 540 000 on est sur, dans les deux cas, dans les deux villes, on est sur la réutilisation de la plateforme ferroviaire existante. À Dakar, sur la totalité de la ligne. À Abidjan, sur 80 ou 90% de la ligne, parce qu'il y a juste la branche vers l'aéroport qui va être construite indépendamment de la plateforme existante. Donc dans les deux cas, on réutilise une plateforme existante sur laquelle circule un chemin de fer aujourd'hui conventionnel, écartement métrique. À Dakar et à Abidjan, on remplace les voies métriques, on laisse une voie métrique pour le transport de fret. Et le transport de voyageurs utilisé par Citarail. À Dakar, c'est pour uniquement le transport de fret. Deux voies à écartement standard. On est dans les deux cas sur une plateforme qui va être fermée, alors qu'aujourd'hui, il était possible, avant à Dakar et à Abidjan, il était possible de traverser la plateforme ferroviaire. Donc c'est une vraie coupure urbaine avec des passerelles, donc on remplace. Voilà. Sinon, on est sur des technologies qui sont assez proches. C'est une technologie de signalisation type métro à Abidjan, un matériel plus capacitaire. Mais on est sur des projets à peu près équivalents. 37 km à Abidjan, 36 sur la première phase du TER. Dans les deux cas, une desserte de l'aéroport avec un trafic qui est essentiellement en banlieue, mais avec une desserte de l'aéroport. À Abidjan, c'est du nord au sud. À Dakar, c'est d'ouest en est. Une différence majeure, à Dakar, on a un projet qui va sortir de l'agglomération dakaroise, alors qu'à Abidjan, on va rester dans le périmètre de l'agglomération.
C'est une différence qui a son importance parce que ça explique aussi beaucoup de décisions qui ont pu être prises sur quelle va être l'autorité organisatrice, l'autorité contractante. À Abidjan, on est sur un projet porté par le ministère des Infrastructures, mais avec l'autorité organisatrice, la MOUGA, qui a été créée il y a quelques années, 8 ans, qui va être l'autorité organisatrice. À Dakar, le CETUD, qui était l'autorité organisatrice des transports urbains de Dakar, n'est pas l'autorité contractante, organisatrice du TER, parce que le projet du TER de Dakar est amené à sortir des frontières. On va y revenir. Je voudrais qu'on reste sur le projet d'Abidjan. Quand on parle de ces grands projets, évidemment que ça demande des ressources financières. Et ce projet estimé à plus d'1 milliard de dollars, un coût jugé excessif par les observateurs économiques. Et les autorités ivoiriennes rassurent quand même les populations par rapport à la rentabilité de ce projet. J'ai envie de vous poser la question, à quel moment faut-il revoir le budget de l'entretien en ce moment-là ? Oui, c'est un projet énormissime, un projet ambitieux que nous saluons à sa juste valeur. Et parce que vous savez, moi j'ai fait la France, j'ai fait mes études en France, etc., Toulouse, et Paris, le transport, la mobilité urbaine est énorme. Et tout ce quand on parle de métro, l'entretien sera énorme. Et je pense que comme c'est un partenariat public-privé avec des entreprises françaises et supporté par la Banque mondiale, je pense que ça pourra se faire et que l'État pourrait amortir effectivement et créer une société pour l'entretien. Parce que vous savez, entretenir un métro n'est pas facile. C'est pourquoi le coût est colossal et c'est normal en tant que juriste des transports, corrigeant énorme projet dans ce domaine-là, je juge vraiment que c'est satisfaisant et que vraiment c'est normal qu'on puisse avoir ce budget-là. Le budget, ça se passe comment en fait? Est-ce que c'est au même moment ou bien c'est bien après qu'on voit le budget de l'entretien? Voilà, c'est un budget global. C'est-à-dire le budget, c'est le budget de mise en circulation du métro. Maintenant, il y a aussi un autre budget derrière pour l'entretien. Parce que vous savez, il y a la création de l'entreprise, il y a le projet, l'exécution du projet et ce qu'on appelle service après-vente. Donc si le projet clé en main est remis aux autorités ivoiriennes et après l'État ivoirien en particulier, en partenariat avec les Français, les Européens, etc., va effectivement, avec des experts, des ingénieurs, entretenir vraiment ce bijou-là. Alors, Frédéric Bardonnet, vous êtes expert ferroviaire, vous avez piloté toute la phase de pré-exploitation du train express régional de Dakar. Vous étiez là aussi pour des procédures d'exploitation et de maintenance, recrutement et formation de 950 employés sénégalais. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui après la mise en marche de ce bijou, je dirais, qui est le TER? C'est un projet, le TER de Dakar, ça a été un projet emblématique, le projet principal du plan Sénégal émergent, qui a été lancé fin 2014, mise en service fin 2021, début 2022, inauguration le 27 décembre, mise en service commerciale le 18 janvier. Ça s'est construit en 7 ans. Si on revient sur la comparaison avec Abidjan, on est sur 2013-2025, à peu près 2 fois plus longtemps à Abidjan pour un projet à peu près équivalent. Et donc c'est un projet qui s'est construit malgré toutes les critiques qu'il y a pu y avoir régulièrement, toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir sur les retards. En fait, c'est quelque chose qui a été... Les Dakarois ont été beaucoup plus impatients que ne sont les Abidjanais. Et donc on se retrouve sur un projet qui a été construit en 7 ans. 7 ans, c'est de la décision du président jusqu'à la mise en service. La pré-exploitation, ça a commencé début 2019. Et ça c'est pour être au rendez-vous de fin 2021. Donc 3 années pour préparer l'exploitation, donc écrire toutes les procédures d'exploitation, mais de maintenance de l'infrastructure, maintenance de tous les systèmes, maintenance des bâtiments et maintenance du matériel roulant. Recruter 950 personnes sur la maintenance entre infrastructure, bâtiments, services et matériel roulant. On est à peu près à 200 employés sur les 950. Majorité évidemment pour le service voyageur, l'accueil dans les gares, une gestion des flux à bord, etc.
950 employés recrutés en 3 ans. C'était un défi énorme qu'on a relevé avec plus de 100 000 candidatures. Mais donc il y a eu la volonté politique quelque part. Exactement. Oui. Sans volonté politique, la maîtrise d'ouvrage était le ministère des Infrastructures, la maîtrise d'ouvrage déléguée l'APIX, avec un Muntagassi, l'ancien DG de l'APIX, qui a été très très présent et qui a passé beaucoup de temps et d'énergie pour que le projet soit délivré dans ces délais-là. Et ça a marché. On a été au rendez-vous. La mise en service début d'année. Aujourd'hui, on voit qu'il y a du monde à bord du TER. Il y avait eu beaucoup de critiques sur les tarifs sont trop élevés. Et en fait, il y a du monde. Et en particulier sur la première partie, il y a une tarification zonale, donc entre Tiaroy et Dakar. À l'heure de pointe du matin, on voit qu'on est presque en limite de capacité et qu'il y aurait besoin de quelques rames supplémentaires pour pouvoir faire voyager les Dakarois dans de meilleures conditions. L'heure de pointe du soir, c'est la même chose. On voit qu'on est presque en sous-capacité. De façon générale, comment réussir à entretenir ces appareils tels que les tramways, TGV, TER à long terme? Alors, ce qui est important, c'est au moment de la conception du projet, c'est d'associer le plus tôt possible les futurs exploitants. Il y a souvent des arbitrages entre les constructeurs, les fournisseurs de systèmes et le futur exploitant mainteneur. C'est important d'associer l'exploitant et le mainteneur, qui est souvent le même. Dans le cas du TER de Dakar, par exemple, c'est la même société, la CETER. À Abidjan, ça sera aussi le consortium en charge de la construction va continuer l'exploitation et la maintenance des infrastructures et du matériel roulant. Donc on a les mêmes acteurs, mais c'est important de les associer le plus tôt possible pour qu'on puisse avoir en permanence les meilleures décisions prises entre arbitrage, entre est-ce que ça coûte plus cher au moment de la construction, mais ça permettra de réduire les coûts de maintenance, ou est-ce qu'on est sur l'arbitrage inverse. Voilà, et ça c'est important. Donc ça c'est la première recommandation, c'est d'associer le plus tôt possible les exploitants et les mainteneurs au projet. Ensuite, c'est important. Qui peuvent être des étrangers ou encore des locaux. En fait, la CETER, c'est une société sénégalaise, aujourd'hui détenue majoritairement par un actionnaire étranger, SNCF, mais c'est un partenariat. Le FONSIS doit rentrer, donc l'État va rentrer, comme c'est le cas sur le BRT, où il est aussi dans la société d'exploitation du BRT. Donc c'est des partenariats publics-privés avec un actionnaire, dans ces deux cas étrangers, français, avec une participation de l'État. Ce qui est important, c'est de travailler très tôt sur la formation. Il y a besoin de transfert de savoir-faire. Les mainteneurs, pour le TER à Dakar, demain pour le métro à Abidjan, ce sont essentiellement des employés locaux. Et donc il faut travailler sur la formation, c'est extrêmement important, sur la formation, le transfert de savoir-faire pour que les ressources locales soient en capacité progressivement d'assurer toute la maintenance et de piloter cette maintenance-là. Ce qui est important aussi, c'est de raisonner pas simplement en coût d'investissement, comme le milliard que vous avez évoqué pour le projet d'Abidjan, mais c'est aussi de raisonner sur vraiment le cycle de vie du projet et de considérer aussi toutes les dépenses d'exploitation-maintenance et s'assurer que le projet va être soutenable et qu'il va y avoir, que les ressources du trafic, les recettes des usagers vont permettre de couvrir aussi ces charges d'exploitation maintenance. Et très intéressant, le partenariat public-privé, c'est pas seulement des entreprises étrangères, mais il y a également des entreprises locales. Et tout à l'heure, il disait de renforcer les compétences. Qu'est-ce que vous en pensez? Au lieu de faire appel, je ne suis pas contre qu'on travaille avec des entreprises internationales, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faudrait justement renforcer les capacités ou les compétences des personnels africains? Affirmatif. Effectivement, quand on parle de partenariat public-privé, il y a une coopération et des échanges, transferts de savoir-faire. Je donne l'exemple du TER avec l'ISEP. C'est des écoles basées à Thiès qui ont vraiment été formées pour les métiers du rail et que c'est valable pour les Ivoiriens aussi, pour former les Ivoiriens. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la diaspora ivoirienne, les gens qui ont fait leurs études à l'étranger et qui vont rentrer, participer à l'exploitation de ce bijou-là, vraiment qui vient à son heure, parce que la CAN, c'est bientôt. Et je pense que le transfert de know-how vient à juste titre, vraiment
vraiment corroborer, vraiment, en tout cas, tout ce qui est réussite de ce projet-là, il faudra ce transfert de savoir-faire. Mamadou Fad, vous êtes enseignant, chercheur en droit des transports. Le Sénégal entame depuis quelques années les grands travaux publics tels que Ila Touba, l'achat de nouveaux appareils de la compagnie nationale Air Sénégal, et également la mise en service mise en circulation, pareil, pour les terres. Alors, quelles sont, ou bien quelle stratégie faut-il mettre en place pour permettre un peu, afin que l'État sénégalais puisse justement arriver à un niveau où que ce ne soit pas seulement ces infrastructures, mais également que ces priorités aussi soient prises en compte, d'autres priorités soient prises en compte? Oui, vous savez, vraiment je félicite le gouvernement du Sénégal par rapport à ces bijoux-là. Ila Touba a permis de désengorger Dakar parce que vous savez, il y a une grande fête au Sénégal que l'on appelle le Magal de Touba. Des fois, on restait 12 heures de temps, Dakar-Touba. Maintenant, Dakar-Touba, vous pouvez faire 2 heures de temps ou bien 3 heures de temps. Et je pense que c'est un acquis. Et je pense aussi par rapport aussi à Air Sénégal qui vraiment en tout cas appelle la population sénégalaise à réaliser le hub aérien de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que ça aussi c'est un bijou qu'il faudra vraiment entretenir et il faudra aussi former les Sénégalais par rapport à tout ce qui est PNC, tout ce qui est en tout cas opération au sol, etc. Et nous avons aussi le projet BRT Terre, vraiment qui sont en tout cas des bijoux pour vraiment en tout cas lutter contre tout ce qui est congestion, c'est-à-dire tout ce qui est en tout cas trafic, tout ce qui est en tout cas congestion, tout ce qui en tout cas ça permet de libéraliser, ça permet de vraiment de de permettre vraiment libre circulation parce que c'est un droit fondamental, le droit d'aller et venir, et l'État l'a compris via ces bijoux-là. Et maintenant le hic, il faudra entretenir ces bijoux-là, il faudra appeler les populations à respecter ces bijoux-là, mais il faudra aussi que le concessionnaire puisse aider les populations parce qu'il y a beaucoup d'accidents dans Ila Touba, parce qu'il y a un problème d'éclairage public, il y a un problème de respect du code de la route et aussi de respect, de tout ce qui est en tout cas vitesse, etc. D'accord. Justement sur ce point-là, j'aimerais bien que vous puissiez réagir. On parle d'entretien, on voit la responsabilité des États africains, des structures d'entretien, mais quelle est la part de responsabilité des populations, comme je disais tout à l'heure? J'aimerais bien que vous puissiez réagir. Alors, sur le ferroviaire, on est sur un sujet un peu différent. Il faut se souvenir que dans la phase avant mise en service, le programme Sargal qu'on avait mis en place de découverte du TER, il y a eu une polémique dans les premiers jours à cause d'un seau de nourriture qui s'était renversé. Et ça a été la polémique numéro 1 au Sénégal pendant quelques jours. Donc il y a cette très grande sensibilité sur c'est un bijou, il faut l'entretenir et il faut faire attention. Et il y avait on a commencé quasiment par cette polémique de attention, n'importe qui ne peut pas prendre le train, il faut faire attention, il ne faut pas l'abîmer, etc. Donc c'était bien l'exemple qui a une grande sensibilité sur une grande attente sur ces infrastructures de transport. Ce qui est important, c'est effectivement de faire comprendre que il y a la phase de construction, de mise en service, mais que derrière, il faut continuer à maintenir. Le projet du TER de Dakar, tout comme le métro d'Abidjan, c'est des projets qui sont extrêmement importants parce qu'on est dans des grandes agglomérations qui continuent à grossir, 100 000 habitants supplémentaires à Dakar. On voit bien la congestion aujourd'hui, on voit bien Dakar en plus est une presqu'île complètement saturée, avec très peu d'axes pour sortir du plateau ou pour rentrer au plateau. Et donc on voit qu'aujourd'hui, quand on regarde la superficie de la voirie par rapport à la superficie ou à la population de Dakar, on est sur des ratios très très bas. Ce qui explique, la géographie et la presqu'île expliquent en grande partie mais pas uniquement. Et donc on a du retard en matière de route, et d'axes de sortie qui font que de toute façon ça sature, et avec 100 000 habitants supplémentaires chaque année, plein de quartiers qui poussent en hauteur, des nouveaux quartiers qui se développent, et puis une conurbation demain jusqu'à Thiès,
quasiment, Diem Nyadio, et puis ensuite Thiès. Donc on voit bien qu'il y a des besoins de mobilité. Et c'est pas simplement, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas qu'un investissement pour la construction, il faut l'utiliser et on est sur des investissements qui vont durer 30 ans, 40 ans. Et donc le matériel roulant, l'infrastructure, le système, ça nécessite dès les premiers jours de prévoir un budget, ce qui est le cas dans la future concession à Abidjan, ce qui était le cas... de vous interrompre, juste une dernière question avant de clore cette émission. Qu'est-ce qui se passe quand une entreprise n'honore pas ses engagements concernant un entretien d'un appareil ou d'une route dans la durée? Là, le droit entre en action. Je donne l'exemple en matière de transport aérien. Si une société ne fait pas l'entretien de l'appareil et qu'il y a un crash, ou bien il y a un accident, ou bien il y a quelques problèmes que ce soit, le droit des transports est intransigeant là-dessus. Le transporteur étant responsable de plein droit des dommages survenus, s'il y a un problème d'entretien et qu'il y a un méfait ou bien il y a un dommage, il sera responsable. Par rapport aussi aux constructeurs qui construit des infrastructures et que les normes ne sont pas respectées, il verra sa responsabilité aussi. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Désolé, le temps nous est imparti. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau, Mamadou Fall. Vous êtes enseignant, chercheur en droit des transports. Merci. Merci à vous. Également Frédéric Bardenet. Vous êtes expert ferroviaire, directeur de FBA Conseil. Merci également à vous. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. À très bientôt sur Média et portez-vous bien.